Le Portugal, touché par la tempête Leonardo, doit faire face à une crise dévastatrice, a prévenu le Premier ministre Luís Montenegro. La reine Máxima commence sa formation pour devenir réserviste alors que les Pays-Bas s'apprêtent à augmenter les effectifs de leur armée. Les tensions restent vives à Minneapolis, même si le gouvernement fédéral a réduit le nombre d'agents de l'ICE. Les raids et les contrôles dans les rues se poursuivent. Lors de l'arrivée de la flamme olympique à Milan ce jeudi, des dizaines de manifestants ont protesté contre la participation d'athlètes israéliens. La péninsule ibérique a de nouveau été touchée par des précipitations records ce jeudi, drainées par la tempête Leonardo, qui a fait au moins un mort. Alors que le Portugal s'apprête à voter pour le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche, le Premier ministre a reconnu que son pays faisait face à une crise dévastatrice. Portugal enfrenta desde o dia 28 uma catástrofe sem precedente e ao impacto dessa tempestade junta-se agora uma outra, também com registro histórico comparável em termos de pluviosidade a tempos já muito passados. Por isso esta é uma oportunidade para nós mostrarmos toda a nossa capacidade, para mostrarmos a capacidade de Portugal e a capacidade dos portugueses. Esta é uma crise devastadora, é uma crise que vai impor processo de recuperação que será longo. Après plusieurs jours de pluie torrentielle, le niveau du Tage qui se jette dans l'océan Atlantique près de Lisbonne a doublé et a débordé dans de nombreuses zones. Dans le centre du pays, la protection civile de la région de Santarém a relevé le risque de crue au niveau rouge, soit son niveau maximal, et des autorités ont ordonné l'évacuation des habitations situées le long du fleuve. Des coupures de courant ont été signalées dans tout le pays, les écoles et les administrations ont été fermées et les transports publics sont perturbés. Le Portugal et l'Espagne sont en première ligne du dérèglement climatique en Europe et connaissent ces dernières années des épisodes de pluie de plus en plus fréquentes et des vagues de chaleur de plus en plus intenses. Le Premier ministre polonais Donald Tusk est arrivé ce jeudi à Kiev à l'invitation du président ukrainien Volodymyr Zelensky. La visite a débuté par des actes symboliques et de commémoration. Les dirigeants des deux pays ont ensuite signé une lettre d'intention sur la production conjointe d'armes et de munitions. Donald Tusk a également annoncé la mise en œuvre d'un autre programme d'aide d'une valeur de 200 millions de zloty qui comprendra principalement des équipements blindés pour l'Ukraine. De son côté, Volodymyr Zelensky a remercié Varsovie pour son aide et rappelé les conditions de vie de milliers d'Ukrainiens privés d'électricité et de courant. Codziennie praktycznie Rosjanie próbują zniszczyć w naszych miastach, w naszych wsiach możliwość istnienia w ogóle, przebywania. I bardzo ważne dlatego dla nas jest to, że nasi partnerzy są dziś z nami, są dziś tutaj, wspierają Ukrainę i Ukraińców. Malgré les déclarations de suspension des attaques pendant l'hiver, les Russes continuent de bombarder les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Selon les autorités locales, plus de 1100 bâtiments à Kiev sont sans chauffage ni électricité, alors que les températures nocturnes avoisinent les moins 20 degrés. Le gouvernement polonais a envoyé 379 générateurs électriques et 18 appareils de chauffage. Plusieurs centaines d'autres ont été donnés par des ONG. L'armée néerlandaise compte désormais une nouvelle recrue de marque. La reine Máxima, 54 ans, épouse d'origine argentine du roi Willem-Alexander, a commencé cette semaine une formation pour devenir membre de réserve de l'armée de son pays d'adoption. Alors qu'elle cherche à renforcer ses effectifs pour contrer les craintes croissantes concernant la paix et la sécurité en Europe. Selon la Maison royale d'Orange, une fois sa formation terminée, elle recevra le grade de lieutenant-colonel et sera déployée là où cela sera nécessaire. Le nouveau gouvernement de coalition néerlandais, qui devrait prêter serment dans le courant du mois, prévoit de renforcer les effectifs militaires du pays, qui passeront de 70 000 à 122 000 personnes. La Maison royale d'Orange a déclaré que la reine, comme beaucoup d'autres, souhaite contribuer à cette sécurité. Máxima suit les traces de sa propre fille dans l'armée. La princesse Amalia, héritière du trône néerlandais, a terminé le mois dernier sa formation militaire de base en tant que réserviste volontaire. Les membres de la famille royale à travers l'Europe ont pour tradition de s'enrôler dans l'armée, et ce depuis peu, quel que soit leur sexe.
Le chancelier allemand Friedrich Merz a entamé une tournée dans le Golfe Persique. L'objectif de cette visite de 72 heures est d'établir des partenariats dans les secteurs de l'énergie et de l'armement, alors que l'Allemagne, première économie européenne, cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Le chancelier allemand était accompagné de chefs d'entreprise. Première étape, Riyad, en Arabie Saoudite, où il a tenu des discussions bilatérales avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman mercredi soir. Viendront ensuite des visites au Qatar et aux Émirats arabes unis. Cette tournée s'inscrit dans le cadre d'une coopération diplomatique plus large entre l'Allemagne et les pays du Golfe, couvrant des questions politiques, économiques et sécuritaires. Juste avant son départ pour Riyad, Friedrich Merz a souligné que de tels partenariats n'avaient jamais été aussi nécessaires qu'aujourd'hui, à une époque où la politique est de plus en plus déterminée par les grandes puissances. Il a également déclaré qu'il souhaitait voir une coopération plus approfondie dans la région du Golfe, dans les secteurs de l'énergie et de l'armement, ajoutant que Berlin adoptait une approche moins restrictive en matière d'exportation d'armes. Interrogé sur un éventuel rétablissement du dialogue entre l'UE et le Kremlin dans Euronews Today, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, a estimé que l'essentiel était avant tout que la voix du peuple ukrainien soit entendue. Alors que plusieurs pays européens, dont la France, l'Italie et l'Autriche, plaident pour renouer des contacts avec Moscou, l'élu polonais a rappelé l'importance d'un engagement européen constant en faveur de l'Ukraine. We need to be helping the Ukrainians because they were actually fighting for our freedom and they were providing us security. They were giving us breathing space when it comes to rebuilding our security because the Russian threat is there. And if this war ends with Putin's success, then this is the gravest threat for the European security. Le maire de Varsovie a également appelé les Européens à investir davantage dans la défense. We are strengthening our eastern border. We are investing as much as we can. We are taking the responsibility ourselves, exactly as President Trump wanted. Now we need to convince other Europeans to do the same. Rafał Trzaskowski soutient cependant que le maintien des Américains dans les négociations est une question de sécurité européenne. L'Union européenne doit faire de l'union de l'épargne et de l'investissement une réalité. C'est l'appel lancé par la présidente de la Banque européenne d'investissement, Nadia Calviño, dans une lettre adressée au président du Conseil européen, Antonio Costa. Dans ce document, consulté par Euronews, Nadia Calviño expose les priorités de l'institution bancaire avant le Conseil européen informel qui se tiendra le 12 février en Belgique. Le texte souligne la nécessité d'accélérer la stratégie de l'Union de l'épargne et des investissements, un ensemble de propositions législatives qui réorienterait une petite partie de l'épargne européenne vers des investissements dans les entreprises du bloc dans le but de favoriser la prospérité. Dans sa lettre, Nadia Calviño précise notamment que des cadres et des instruments appropriés doivent être mis en place dès que possible afin de garantir que l'épargne européenne soit canalisée vers les domaines qui en ont le plus besoin, les entreprises innovantes à travers l'Europe. Quelques jours après la nouvelle vague de révélations dans le dossier Epstein, le Premier ministre britannique Keir Starmer a présenté ses excuses aux victimes pour avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur à Washington, malgré ses liens avec le criminel sexuel. Dans un discours prononcé ce jeudi, il a déclaré que Peter Mandelson avait présenté Jeffrey Epstein comme quelqu'un qu'il connaissait à peine. « Je suis désolé pour ce qui vous a été fait, désolé d'avoir cru à ces mensonges », a-t-il assuré. La veille, il avait reconnu être au courant des liens entre les deux hommes, mais a affirmé que l'ex-ambassadeur avait menti sur l'étendue de ces liens. I regret making the decision to have appointed him in the first place. Had I known at the time what I know now or knew in September, I'd have never done it. And that's why today I've apologized for the fact that I appointed him in the first place and I believed his lies. Keir Starmer subit désormais une pression croissante, mais a assuré qu'il avait l'intention de poursuivre son travail et de rester à son poste. En septembre dernier, la publication d'emails démontrait que Peter Mandelson avait entretenu des liens amicaux avec Jeffrey Epstein après sa condamnation en 2008 pour des délits sexuels impliquant des mineurs. Après les récentes révélations, l'ex-ambassadeur a annoncé sa démission de la Chambre des Lords. Les tensions restent vives à Minneapolis, bien que le gouvernement fédéral ait réduit le nombre d'agents de l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, dans la capitale du Minnesota. Les raids et les contrôles d'identité dans les rues se poursuivent. Dans ce contexte de contrôle accru et face à la présence policière, la colère des habitants monte. Certains s'organisent pour avertir de l'arrivée de la police de l'immigration en klaxonnant, en criant ou en utilisant des sifflets.
Jeudi ont même eu lieu des affrontements entre les habitants et des agents masqués et lourdement armés. Les incidents ont été filmés avec des téléphones portables pour répertorier les faits en cas de violence policière. Les habitants affirment qu'ils ne céderont pas tant que l'ICE ne quittera pas Minneapolis. Le Parti démocrate a apporté son soutien aux manifestants. À la Chambre des représentants, le parti de gauche menace de ne pas approuver le budget si l'administration Trump n'apporte pas de changements radicaux à sa politique d'immigration. En cas de fermeture partielle du gouvernement, les employés du département de la sécurité intérieure ne seraient pas non plus rémunérés. Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina vont de nouveau relancer le débat autour de la présence des athlètes israéliens. Jeudi soir, plusieurs dizaines de manifestants étaient présents à l'arrivée de la flamme olympique à Milan pour afficher leur opposition à cette participation. Israele che sta commettendo un genocidio e siccome viene ospitata anche in queste Olimpiadi noi non siamo d'accordo. Selon eux, si les athlètes russes ne sont pas autorisés à défiler sous leur bannière nationale en raison de l'invasion de l'Ukraine, les athlètes israéliens ne devraient pas non plus être autorisés à le faire. Les manifestants ont finalement laissé passer la torche qui a rejoint la cathédrale de Milan. La flamme olympique sera allumée ce vendredi à San Siro, marquant le début des 25e Jeux olympiques d'hiver qui dureront un peu plus de 2 semaines.